Il est 22 heures. Nous sommes au large d'une plateforme pétrolière, à moins de 100 km des côtes libyennes, à la recherche d'une embarcation de migrants. À bord de l'Ocean Viking, un bateau de sauvetage, nous tournons en caméra nocturne. Notre lumière pourrait perturber l'équipage qui vient de répondre à un Mayday, un signal de détresse en langage maritime. Est-ce qu'ils avancent ou est-ce qu'ils dérivent? Ils dérivent. Au téléphone avec le capitaine, un employé d'une plateforme pétrolière qui a repéré l'embarcation. Pour votre information, nous avons un pneumatique avec des migrants en vue. Les pneumatiques, c'est toujours plus stressant. On n'a pas d'infos sur les conditions du pneumatique. On sera sur place dans une demi-heure. Feu patate. Tanguy va diriger l'opération de sauvetage. Pour se guider, les sauveteurs utilisent les lumières de la plateforme pétrolière. Dix minutes plus tard, ils découvrent ce pneumatique et des dizaines d'hommes terrifiés à bord. L'opération est périlleuse. Il y a de la houle, l'embarcation peut chavirer à tout moment. Alors Tanguy va donner des ordres pour guider les personnes en détresse. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre mes instructions. Et vous allez faire exactement ce que je dis. Que Dieu vous bénisse d'avoir sauvé nos vies. Si les sauveteurs parlent anglais, c'est parce qu'ils ignorent la nationalité des survivants. Tout le monde en aura, ok? Quelques hommes s'énervent. Toi, regarde-moi. Tais-toi, tais-toi. Ne joue pas avec ta vie et avec nos vies, ok? Les mouvements dans le pneumatique mettent en péril le sauvetage. Taisez-vous! Taisez-vous! Je vous ai dit de vous taire et de vous asseoir. Toi, toi, toi et toi, asseyez-vous et taisez-vous, compris? Ce message de Tanguy est reçu 5 sur 5. Ils vont être évacués les uns après les autres. Bienvenue. Asseyez-vous là-bas. Merci, merci, merci beaucoup. J'étais un homme mort. Merci à Dieu de m'avoir sauvé la vie. C'est génial. Dieu a sauvé ma vie. 2 heures plus tard, à bord, l'équipage remarque que les rescapés ont inhalé des vapeurs d'essence, ce qui arrive régulièrement dans ce type de sauvetage. Cet homme s'appelle Emmanuel, il est camerounais, il a 44 ans. Je vais bien, mais c'est ma tête. Ses yeux sont brûlés. Sans les sauveteurs, ces 74 hommes seraient morts. Parmi eux, 6 mineurs. Leur sort s'est joué à quelques heures. Une opération complétée avec tout le monde vivant à bord, c'est miraculeux, quoi. Dans ces conditions. C'est juste... de toute façon, miraculeux, quoi. Vous vous sentez comment là? Épuisé. Ceux qui s'en sortent sont des miraculés. Car la mer Méditerranée est devenue un cimetière. Au cours des 6 dernières années, plus de 16 000 personnes ont officiellement péri ou disparu au large des côtes libyennes. J'ai ramassé plusieurs dizaines de cadavres. J'ai vu mourir quelques dizaines de gens sous mes yeux. Et on a dû ressusciter une petite dizaine d'enfants, au moins. En mer, à bord de l'Ocean Viking, dans les airs à bord du Colibri, des femmes et des hommes spécialistes du sauvetage en mer se mobilisent pour combattre la tragédie. J'en vite un petit peu pour qu'ils nous voient et qu'ils prennent la bonne direction. Une tragédie qui touche sans distinction musulmans et chrétiens, maliens, ivoiriens, éthiopiens, la plupart venus d'Afrique subsaharienne. Les ONG sont criminalisées
et leur bateau bloqué à quai. On entend parfois des gens dire qu'on est complice de passeurs, mais nous on est là parce qu'il y a des gens qui meurent en mer. Des femmes, des hommes qui préfèrent prendre le risque de mourir en mer, même avec leurs enfants, plutôt que de rester là où l'Europe les bloque, en Libye. La Libye est certainement le pire pays au monde pour être un réfugié. Ce n'est pas un endroit sûr pour les réfugiés. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez vivre en paix. La Libye, en guerre depuis 2011, où des milliers de migrants sont réduits à l'état d'esclaves. C'est du commerce. Quand ils voient la peau noire, chez eux, c'est l'argent qui est là. Ils vivent en permanence dans la peur des enlèvements. Tout le monde est policier dans ce pays-là. Tout le monde est policier. Je ne sais pas qui est le vrai policier, tu ne sais pas. Ce qu'ils craignent le plus, être raflés dans la rue et enfermés dans l'un des nombreux centres de détention. L'un des plus dangereux en Libye, celui de Zaouïa, où nous avons réussi à pénétrer. Le chef du camp, c'est cet homme en treillis que les survivants n'oublieront jamais. Oui, le barbu a eu à chiffrer même une femme devant. Allez, baraque, chiffrer la fille. Arrestation sommaire, kidnapping, torture, viol. Un enfer qu'ils veulent quitter coûte que coûte. Merci beaucoup. Merci. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les sauveteurs dans leur mission en mer, mais aussi dans les airs. À terre, nous avons enquêté sur les deux rives de la Méditerranée. Près de 450 km séparent la Libye de la Sicile. 450 km, le cimetière des réfugiés. À Marseille, la bonne mer domine la Méditerranée. Elle protège les marins qui prennent la mer. Nous sommes le 3 octobre 2019. L'Ocean Viking s'apprête à partir en mission pour un mois. Ce navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières remplace leur ancien bateau, l'Aquarius, qu'ils ont été contraints d'abandonner en décembre 2018 sous la pression des procédures judiciaires dans différents pays européens. Mettez-les côte à côte si vous pouvez. Ce cargo appartient à un armateur norvégien. Il a fallu 2 mois pour l'aménager en bateau de sauvetage. À bord, 31 personnes. Ils sont français, allemands, anglais, américains ou égyptiens. Dans le trou, sous l'arbre et à nouveau dans le trou. Ce sont en majorité des marins expérimentés, mais d'autres embarquent pour la première fois. On apprend, vous savez. Il faut le faire encore et encore. C'est un challenge, c'est bien. Apprendre les bases de la navigation, mais aussi le b.a.-ba du secourisme. Croisez les doigts, identifiez l'endroit et poussez avec cette partie de la main. Théo, 29 ans, a déjà réalisé 4 missions avec SOS Méditerranée, ce qui n'empêche pas cet officier de marine marchande de répéter ces gestes qui sauvent. L'entraînement fait que les gestes vont devenir automatiques et si on ne va pas bien au fond des choses à travers ces entraînements-là, en cas de situation de crise, on ne fera sans doute pas bien les gestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... L'Ocean Viking fait 69 mètres de long et les nouveaux volontaires doivent apprendre à se repérer. Visite du point avec Tanguy, 39 ans, le chef des opérations de sauvetage. On a des personnes qui surveillent la mer tout le temps. Alors souvenez-vous bien que l'alarme peut être déclenchée de là-haut. À l'arrière du bateau, 6 containers logistiques, dont 2 réservés à la nourriture. Combien de plus ? 10 environ. Duncan est anglais, c'est sa première mission sur l'Ocean Viking. On va mettre les rations d'urgence ici. Il est en charge de la logistique et du ravitaillement. On veut avoir assez pour faire de multiples rotations, pour avoir de la flexibilité suivant l'endroit où nous allons débarquer. Duncan est aussi responsable de cet autre container qu'il souhaite ne jamais utiliser. C'est un conteneur spécialement réfrigéré pour la conservation des corps. Alors nous avons des sacs mortuaires pour adultes et pour enfants. Nous essayons d'être prêts à toute éventualité. Mais évidemment, nous espérons qu'il n'y aura que des survivants. Depuis 6 ans, la Méditerranée est un cimetière.
plus de 16 000 personnes sont mortes ou ont disparu au large des côtes libyennes. Militaires, pompiers, marins-pêcheurs, Tanguy, le chef des secouristes, a eu plusieurs vies avant de se lancer dans le sauvetage en mer. Mon grand-père m'a toujours appris que en mer, la valeur première, c'est la solidarité. Du coup, voilà. Je quittais la pêche, j'avais le choix de faire quelque chose d'autre à la place. Du coup, j'ai juste posé ma candidature. On a la vie des gens entre les mains. En 3 ans de service sur ce théâtre d'opération, j'ai vu plus de morts, plus de cadavres et j'ai sauvé plus de personnes qu'en 12 ans de service dans des services de secours traditionnels. L'équipage de l'Ocean Viking n'a qu'une obsession, repérer d'éventuelles embarcations. Je peux prendre la relève dans 1h30. Des heures et des heures de surveillance qui parfois sont salvatrices. Au loin, peut-être quelque chose. Je suis pratiquement sûr que c'est un wooden boat. Oui, je suis d'accord. Un wooden boat, c'est un bateau en bois. Et pour Tanguy, c'est cette masse noire à l'horizon. La mission de l'Ocean Viking coûte 14 000 € par jour. Si le bateau peut sauver des vies, c'est essentiellement grâce aux dons de dizaines de milliers d'anonymes dans toute l'Europe. Ils ont permis d'acheter des équipements de pointe, comme ces 3 semi-rigides avec de puissants moteurs. Ainsi, Tanguy et ses équipiers peuvent atteindre rapidement les personnes en détresse. Écoutez-moi s'il vous plaît, je fais partie d'une organisation humanitaire. Tanguy s'était trompé. Je vais vous amener sur le grand bateau. Ce n'est pas un bateau en bois, mais un pneumatique en train de se dégonfler. J'ai besoin que vous coupiez le moteur. À bord, beaucoup de bébés et d'enfants, certains équipés de ces gilets de sauvetage inadaptés en pleine mer. On est des humanitaires. On est là pour vous aider. Slowly, slowly. On va tous vous emmener sur le gros bateau là-bas. Mais pour ça, j'ai besoin que vous m'aidiez. Et pour m'aider, j'ai besoin que vous soyez silencieux. Ne bougez pas. D'accord ? Là, bientôt, je vais commencer. En priorité, Tanguy distribue des vrais gilets pour les plus petits. Il me faut un gilet pour un nourrisson. Hors de question d'évacuer les passagers sans protection. Chaque erreur peut être fatale. La plupart ne savent pas nager. Priorité à cette fillette, âgée de quelques mois. Salut, viens par là. Deuxième priorité, mettre les femmes en sécurité. J'ai besoin que vous fassiez attention aux enfants, ok ? C'est bon. C'est le deuxième sauvetage depuis le départ de Marseille. En moins de 24 heures, Tanguy et ses équipiers ont secouru 176 personnes. Maintenant, il faut relever leur identité. C'est juste pour qu'on sache. Vous venez de quel pays? Côte d'Ivoire. Mali. Mali, ok. Et vous avez quel âge? 22 ans. 22 ans. J'ai 26 ans. 25? Un bracelet rouge pour les majeurs, un jaune pour les mineurs. Ils sont 23 à voyager seuls, sans leur famille. Bienvenue à bord. Des rescapés heureux d'être encore en vie. Ici, les containers où dorment les hommes, à même le sol. Les femmes et les enfants ont leur propre abri, où notre caméra n'est pas autorisée. Eh, t'as vu, j'ai fait un hippopotame. Ah, l'hippopotame. Eh, ah, regarde. Yeah! Yeah! C'est bien. Bon, là, ça ressemble. Maman, regarde l'hippopotame. Maman, regarde le La mission des équipes de l'Ocean Viking se poursuit après les opérations de sauvetage. Entrez. Installez-vous, s'il vous plaît. Je peux toucher? Jonquil est anglaise. Elle vit en Écosse. C'est bon? Elle est retraitée. Avant, elle était sage-femme. Sa patiente est ivoirienne.
Elle a 24 ans. Elle est enceinte de 6 mois et demi. Elle s'est évadée d'un camp de détention libyen avec ses 2 autres enfants. C'est bien, c'est fort. Le battement du cœur de son bébé laisse la jeune femme indifférente. Cette réaction n'étonne plus Jonquil, qui a fait plusieurs missions humanitaires. Elle a déjà été confrontée à cette absence totale d'émotion. Oui, je demandais, c'est une grossesse parce que vous êtes violée? Non. C'est d'accord? Vous êtes heureuse? Vous êtes enceinte? Pas trop heureuse. Ok. Ça passe. Beaucoup de femmes nieront avoir été violées ou avoir dû pratiquer ce qu'on appelle le sexe de survie ou le sexe transactionnel. Je suis sûre que c'est souvent non consenti, qu'elles n'auraient pas choisi d'être enceinte pendant cette traversée. Par exemple, la femme que nous venons juste de voir a dit qu'elle n'avait pas de mari, pas de père pour l'enfant. Non, je n'ai pas été violée. Je ne suis pas sûre de croire ça. Le viol est un tabou. Rares sont celles qui acceptent d'en parler. Enfermée elle aussi avec ses enfants dans un centre de détention libyen, cette maman tient à témoigner. Chaque policier choisit, surtout les plus petites, plus jeunes là, il part avec. Souvent les couche à côté, il sort juste là, il couche avec une autre, il la ramène. Chaque fois que je regarde ma fille, je pense directement à celle-là. Directement. Dieu merci, à l'époque, ça fait 2 ans, ma fille était encore très petite. Sinon, elle devait subir le même sort si elle était comme ça maintenant. On était obligés souvent de ne pas se laver, de ne pas prendre ta toilette, de sentir pour que quand l'arabe va passer à côté de toi, tu sens tellement qu'il ne te touche pas. Parce que quand tu te laves, directement, il a envie de coucher avec toi. Récits de viol, mais aussi de tortures abominables. Les rescapés de l'Ocean Viking sont unanimes, c'est le quotidien dans les centres de détention libyens. Emmanuel, le Camerounais intoxiqué à l'essence au cours du sauvetage nocturne, a repris des forces. En Libye, lui aussi a été arrêté et détenu. Combien de semaines? Il l'ignore car sous l'effet de la torture, il a perdu la notion du temps. Sa parole se libère pour la première fois. Il prend ta main, il met par terre comme ça. Il prend le bâton. Il le frappe. Il frappe tes doigts. Il te fracasse les doigts. Il nous tapait matin, soir, matin, soir, matin, soir. Emmanuel a été détenu arbitrairement à Zaouïa, une ville située à une 50aine de kilomètres de la capitale libyenne Tripoli. Un centre de détention où sont passés la plupart des rescapés de l'Ocean Viking. Quand on vient à 19h30, 20h, pour nous faire sortir pour manger, bon, moi je me dis peut-être c'est un bon repas, c'est des macaronis bouillis. Ça chauffe à 100 degrés. Ça chauffe à 100 degrés. Vous avez au trop 2 minutes pour manger. Avec les mains, ça chauffe sur le pied, il te dit, aïe, tu dois mettre la main. 2 fois, tu mets dans ta bouche, aïe, tu rentres en cellule. Tu perds le temps. C'est le boudin que tu vas recevoir, on va te briser une côte. Emmanuel a réussi à s'évader. Pour ne jamais retourner en détention, il n'avait qu'une solution, prendre la mer au péril de sa vie. Et si les gardes-côtes libyens vous avaient arrêté, vous auriez fait quoi? Moi, personnellement, je plongeais dans la mer que de retourner en Libye. La Libye, gravée à tout jamais dans la mémoire des rescapés. Nous sommes allés enquêter sur cette côte à l'horizon. Au loin, Tripoli. Depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, des milices règnent en maître. Une guerre sans merci pour tenir la capitale et le pétrole. Depuis avril 2019, les combats entre les factions pro- et anti-gouvernementales redoublent d'intensité aux portes de la ville.
Faites attention, la situation est vraiment tendue. Je sais que vous avez les autorisations, mais des personnes sont tuées tous les jours. Enfin, c'est de vous à moi. Ok, merci. Le jour de notre arrivée, une école militaire est la cible d'un raid aérien. Le lendemain, les corps considérés comme des martyrs sont exposés à la foule. La guerre civile pour les Libyens, mais aussi pour les immigrés bloqués dans ce conflit. On en croise à chaque rond-point, à la recherche d'un travail journalier, toujours groupés pour se protéger. L'un des rares lieux où ils sont en sécurité se trouve juste à côté de cette église, dans les locaux de Caritas, une ONG catholique qui les accueille chaque vendredi après la messe, comme cette famille syrienne. Personne ne nous aide, personne ne nous protège. C'est une situation très difficile. Il y a des kidnappings, des arrestations. Même mon fils, il était à l'école, on l'a fait sortir de l'école et ils l'ont frappé. Nous, on ne veut pas de l'aide humanitaire libyenne. On veut juste qu'on nous sorte de ce pays. C'est Liliane qui les reçoit. Cette Burundaise est elle-même réfugiée depuis 2011. La situation maintenant est très critique. Vu ce qui ne s'arrête pas, la guerre qui ne s'arrête pas, tout ça là. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas là où habiter. Ils n'ont pas de shelter. Il y en a ceux qui n'ont pas à manger, qui ont besoin d'argent. Chaque semaine, Liliane aide des dizaines de personnes vulnérables. Ils viennent de Syrie, de Côte d'Ivoire ou encore de République centrafricaine, comme Adelph, sa femme et leurs 2 enfants. Petites choses pour les enfants. Sauce. Pour les bébés, les petits sucrés. Adelph accepte de nous parler, à condition de rester discret. Il se cache dans cette maison avec sa famille. Aujourd'hui, tu vas manger, hein? C'est chaud. Il vit en permanence les volets clos. Pour sa sécurité, nous ne pouvons pas en dire plus sur ce logement. Le périple d'Adelph pour rejoindre l'Europe a commencé il y a 7 ans, en 2013. C'est la guerre civile en Centrafrique. Il reçoit une balle dans le bras. Là, le mouvement est resté ici. Donc ça ne peut pas venir jusque-là. En pleine interview, Adelph s'effondre. Après la Centrafrique, le Tchad. Puis ils arrivent en Libye et pour fuir, ils tentent la traversée. Au milieu de la mer, on nous a attrapés. La police libyenne. On nous a ramenés à Zawiya. De Zawiya, avec ma femme et mon enfant. Ma femme était enceinte de 7 mois, comme ça, 7 mois. Ici, dans les centres de détention ou dans la rue, le racket des immigrés est systématique. Alors Adelph a dû cacher son dernier billet. En partant, j'ai caché 50 € et à la fin, j'ai plié, caché dans les clous des ceintures. Il a perdu sa valeur, je sais pas. C'est comme ça. Adelph et sa famille ont réussi à fuir Zawiya. Et c'est dans cette maison que sa petite fille a vu le jour en juillet dernier. Il l'a lui-même mise au monde. Le 23 septembre 2019. Adelph est bloqué en Libye depuis 2 ans. Pourtant, il dispose d'une carte de réfugié. Roger Mario Adelph. Logiquement, cette carte devrait lui permettre d'être pris en charge par les Nations Unies. Ça va, bébé. Je suis victime de guerre, ça se voit. Et le HCR doit me prendre en charge. Et je ne sais même pas pourquoi je garde encore cette carte. C'est inutile. Ce matin, Adelph prend le risque de sortir pour aller dans un centre du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Obtenir un rendez-vous, c'est son seul espoir de quitter la Libye, sans risquer de prendre la mer en Méditerranée.
Adelph est en permanence sur ses gardes. Tout le monde est policier dans ce pays-là. Tout le monde est policier. Tu ne sais pas qui est le vrai policier, tu ne sais pas. Parfois on nous attrape, parfois on est kidnappé par des destinations inconnues. Alors il a toujours son téléphone portable pour activer la géolocalisation. Au cas où je sais que c'est une destination inconnue, je peux balancer ça à un frère le plus vite possible. Et qu'est-ce qu'il peut faire le frère? Bon, on ne sait jamais si en cas où je ne retourne pas à la maison, néanmoins il sait quand même là où j'ai disparu. Il n'est pas le seul à tout risquer pour un rendez-vous avec le HCR. Des dizaines de réfugiés comme lui attendent. Normalement, ces documents leur permettent d'être pris en charge. Ils ne vont pas ouvrir. Ils ne vont pas. Parce que tous mes frères qui sont là, certains ils ont fait 3 jours. Rester matin jusqu'au soir. Matin jusqu'au soir pendant 3 jours. Certains 4 jours. Ils n'ont pas ouvert. Comme les autres, Adelph repart bredouille. Le quartier général du HCR se trouve dans la banlieue de Tripoli, derrière ses murs. Un bunker où il est impossible de pénétrer sans autorisation. Nous avons obtenu un rendez-vous avec Caroline Gluck, la porte-parole de l'organisation en Libye. Selon elle, si les réfugiés sont bloqués, c'est que les places sont rares, surtout dans les pays occidentaux. Nous continuons à mettre la pression, à être une conscience morale pour pousser les gouvernements à donner des places. Mais nous devons faire avec l'environnement politique, et beaucoup de gouvernements privilégient surtout leur opinion publique. En 2019, plus de 46 000 réfugiés étaient enregistrés en Libye. Seuls 2427 ont pu quitter légalement le pays. Le pays est en guerre. C'est un pays qui ne reconnaît pas que ces gens méritent une protection et la sécurité. La Libye est certainement le pire pays au monde pour être réfugié ou demandeur d'asile. Il y a de grandes chances pour que vous soyez abusé, parfois torturé, parfois violé. Le plus souvent, ces exactions sont commises dans les centres de détention. Il y en a des dizaines, officiels et clandestins, partout en Libye. L'un des plus craints, celui de Zaouïa. Il est situé à une 50aine de kilomètres de Tripoli. C'est par là que sont passés la famille d'Adelph et Emmanuel, le Camerounais sauvé par l'Ocean Viking. Alors pour nous y rendre, nous avons demandé une autorisation au gouvernement libyen. Elle ne nous a pas été accordée. Nous allons devoir trouver une autre solution. Ce 7 janvier 2020 a lieu une manifestation en soutien au gouvernement. Pour atteindre notre objectif, nous allons tenter de nous appuyer sur cet homme qui intervient à la tribune. Il s'appelle Khaled. C'est justement un membre du Conseil des sages de Zaouïa. Le peuple libyen n'oubliera jamais qui était de son côté et qui était contre lui. Nous nous adressons à ceux qui prétendent défendre la liberté, à la France, qui était le premier soutien pour Haftar, ce criminel de guerre qui veut faire un coup d'État. Khaled est en colère. Il considère que la France soutient le général Haftar, son ennemi. Le général Haftar, qui aurait bombardé Zaouïa 10 jours plus tôt. Les obus seraient tombés à quelques dizaines de mètres du centre de détention. Et pour nous le prouver, il promet de nous faire entrer. À l'arrivée à Zaouïa, Khaled est bien là. Mais avant d'atteindre le centre de détention, étape obligatoire, nous devons rencontrer le maire, qui a un message pour les Français. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. La migration clandestine est un désastre pour le peuple libyen. Et c'est la Libye qui en souffre. Les migrants sont là, par milliers et milliers. C'est le gouvernement qui couvre leurs dépenses, avec de l'argent du peuple libyen.
alors qu'ils étaient colonisés par d'autres pays qui ont pris leurs richesses, qui les maintiennent dans la pauvreté. Et maintenant, ils meurent sur les routes vers l'Europe. Le maire oublie un fait. Depuis 2017, l'Europe a alloué plus de 90 millions d'euros à la Libye pour faire face à la crise migratoire. Voyez-vous, en Libye, les migrants, nous les traitons très humainement. On fait de notre mieux pour que ce traitement soit satisfaisant et humain. Khaled est missionné pour nous permettre de constater les dégâts. Dans cette école technique où sont scolarisés 500 élèves, il nous montre les dommages des derniers bombardements. Murs éventrés, matériel détruit et cratères au milieu de la cour de récréation. S'il y avait eu des étudiants rassemblés ici au moment de la frappe, et si c'était une journée d'études normale, ça aurait été un carnage. Ici, c'est le centre d'accueil et de rééducation des handicapés. Et juste à côté du centre des handicapés, il y a le centre d'accueil des migrants illégaux. On va y aller maintenant. Quelques minutes plus tard, les portes du centre de détention de Zaouïa s'ouvrent enfin. Ici, dans ce centre, il y a 700 personnes ou plus qui ont été transférées. Comme je vous l'ai dit, la frappe était juste à côté. Et les migrants, eux, sont par là-bas. Un toboggan, des dessins au mur, à l'entrée tout paraît normal. Si ce n'est cet enfant qui lève les bras, comme s'il était mis en joue. Vous ne parlez pas anglais ? Khaled nous désigne cet homme en treillis et lunettes noires. C'est le chef du camp. Ils veulent juste les filmer et parler avec les prisonniers. Nous le suivons et découvrons des centaines de détenus accroupis dans une cour, silencieux et figés. Nos caméras inquiètent le chef du camp. Alors Khaled plaide notre cause. Normalement, il me faut un papier du ministère. Moi, j'ai parlé au maire et c'est lui qui m'a dit « va au centre ». Oui, il m'a appelé. Mais moi, j'ai besoin d'une autorisation, franchement. Mais ils veulent parler du bombardement qui a eu lieu à côté. Ah oui, ils ont eu peur ce jour-là. C'est ça, c'est ça. Et c'est exactement de ça qu'ils veulent parler. Ok, alors laisse-les les voir. Qu'ils filment, qu'ils prennent 2 ou 3 personnes pour discuter. Accompagné par le chef, Khaled s'adresse aux réfugiés. Il a oublié qu'il portait un micro. Dites-leur la vérité, dites-leur, nous sommes ici dans un endroit sécurisé, ils nous fournissent tout ce dont on a besoin et on les remercie du fond du cœur. Un avion nous a surpris et bombardés, il nous a fait peur, très peur. Faites entendre votre voix, c'est pour votre bien. Répondant aux ordres, cet homme s'approche de notre caméra. Nous ne diffuserons pas ses propos recueillis sous la contrainte. Cela fait 3 ou 4 ans qu'on nous accuse à tort et à travers d'être des trafiquants d'hommes et même de garder les matelas. Toutes ces organisations font leur business. Ils interviennent dans les affaires internes. Ils sèment le chaos en Libye. Ils profitent du problème de la migration et d'autres problèmes. L'argent de l'Europe, l'argent des organisations, il n'y a même pas 5% qui nous parvient. Pour nous convaincre que le camp est une zone où les droits de l'homme sont respectés, visite obligatoire de cette tente. Selon Khaled, cette église montre la bienveillance des autorités libyennes vis-à-vis de leurs détenus chrétiens.
Cela montre le travail positif que nous faisons ici pour aider ces gens. Ces gens-là, ils espèrent uniquement améliorer leurs conditions de vie. Voilà un des frères chrétiens. Est-ce qu'ici vous êtes libre de pratiquer votre religion confortablement? Oui, ici c'est confortable. Nous avons eu la chance d'avoir une église dans ce pays et on a saisi cette chance. On respecte tous les adeptes de la religion chrétienne. Regarde ici, ils ont une liberté absolue. Nous profitons d'un moment d'inattention pour pénétrer le bâtiment principal et constater une toute autre histoire. On peut entrer? Pas de problème. C'est ce détenu qui nous laisse entrer. Il n'y a plus aucun gardien. Vous parlez anglais? Dans cette cellule, des centaines de matelas entassés à même le sol. Preuve que le centre de détention est surpeuplé. Et gravés sur les murs, les témoignages de leur souffrance. Les Noirs ne sont pas des esclaves en Libye. Libérez les Noirs. C'est la même chose dans toutes les autres geôles. Les toilettes sont insalubres. Pourtant, elles sont l'unique point d'eau pour les centaines de détenus. Ce dortoir où les prisonniers s'entassent sert aussi de cuisine. Une simple bonbonne de gaz pour préparer le repas du jour. Juste du pop-corn. Et pour cet autre détenu, un simple pain sec. Je mange qu'un morceau de pain comme ça pour toute une journée. Difficile de parler à cet homme. Plusieurs personnes se trouvent derrière nous et semblent l'inquiéter. Quelles sont vos conditions de vie ici, ça va? Non, on est vraiment dans une mauvaise situation. Vous voulez vous échapper, partir d'ici? Qu'est-ce que vous voulez que j'essaye de m'échapper? Je veux partir d'ici parce qu'il n'y a aucun espoir. Après quelques minutes, notre disparition est constatée. Le chef vient lui-même nous chercher et nous ordonne de ne pas utiliser les vidéos de l'intérieur qui pourraient donner une mauvaise image du camp. Ce jour-là, nous constatons également la présence d'une délégation du Haut-Commissariat aux réfugiés. Je ne peux faire aucune déclaration. Je ne suis pas habilité, désolé. Même si elle ne l'a jamais dénoncé publiquement dans ses rapports, l'Agence des Nations Unies ne peut ignorer les terribles conditions de vie à l'intérieur du centre de Zawiya. Alors qu'il nous raccompagne, le chef confisque l'élastique avec lequel joue cet enfant. Nous nous sommes procurés des vidéos auprès de juristes européens, filmées clandestinement par des détenus avec leur téléphone portable. Elles serviront sans doute un jour de preuve pour lancer des actions en justice. Ici, c'est à coups de gourdin que les détenus sont battus. Et sur ces images, on entend même des tirs dans le centre. Ce soir-là, selon des témoins, au moins 4 détenus auraient été blessés. Pour sortir de cet enfer, il faut payer les gardes qui demandent 4500 dinars, près de 1000 €, ou trouver un moyen de s'enfuir, comme Emmanuel. Nous sommes à Bari, en Italie, où Emmanuel a trouvé refuge 3 mois après son sauvetage par l'Ocean Viking. On peut s'asseoir. Nous lui montrons nos images du centre de Zawiya. Il reconnaît tout de suite ces geôles. Vous êtes allé là? Ce côté-ci, c'était, même quand j'étais là, c'était le côté des Somaliens. Non. Ah, je vois ça, c'est la grande cellule qui est là-bas au fond. Nous, on appelait ça le Kosovo. Le Kosovo, en référence à la guerre dans les Balkans à la fin des années 90.
Quand c'est en hiver, il fait très froid alors parce que c'est une très grande salle. C'est là-bas qu'on va te taper, c'est là-bas qu'on va te maltraiter, c'est là-bas qu'on va faire tout. On vous met toujours là-bas. Parfois, tu vas voir la grande cellule comme ça. Là, quand j'étais là, parfois, tu vas trouver qu'il y a seulement 8 personnes. Et les 8 personnes, là, c'est ça alors qu'on les torture. On appelait la cellule là le Kosovo. Et Emmanuel reconnaît aussi le chef du centre. Ça, c'est le barbu. Là, je le connais. Avec son rire hypocrite. Quand il y a l'organisation, il fait comme s'il était très gentil. Mia, 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 mia. Mais quand il part là, c'est l'enfer. Moi, il ne m'a pas frappé, mais le barbu a eu à gifler même une femme devant. Allez, barrage, gifle la fille, boum! Il a enfermé une femme avec son bébé. Pendant l'hiver, elle venait même d'accoucher. Des actes de violence, mais selon Emmanuel, celui qu'il appelle le barbu est aussi l'homme qui détourne l'aide humanitaire. Lui, là, on est venu comme ça, là, on nous a distribué. On nous a distribué les couvertures, les matelas. Après, le camion est venu. C'est nous-mêmes, il nous a fait sortir. On a chargé ça dans le camion est parti avec. La voiture est partie avec. C'est-à-dire que lui, il détourne l'aide humanitaire. Oui. Moi, j'ai dit ce que j'ai vécu. Et c'est lui-même en personne, c'est lui-même qui nous a débouté. C'est lui qui nous a donné l'ordre de charger. On a chargé, c'est parti. Tout le monde qui a fait cette prison aimerait entendre un jour qu'on a détruit cette prison, que ça n'existe plus. Que ça n'existe plus. L'Union européenne soutient la Libye. Plus de 90 millions d'euros versés notamment pour former les gardes-côtes. Ces mêmes gardes-côtes qui ramènent les migrants dans les centres où les bourreaux sévissent. Les humanitaires qui sillonnent la zone se voient eux régulièrement bloqués dans leurs opérations. Nous avons aussi survolé la Méditerranée avec José Benavente à bord du Colibri. À 50 ans, ce pilote professionnel a fondé l'ONG Pilote Volontaire et s'est offert ce monomoteur avec un ami pour 130 000 €, les économies de leur vie. Leur mission, repérer des embarcations en détresse. J'orbite un petit peu pour qu'ils nous voient et qu'ils prennent la bonne direction. Ok. On peut pas faire plus. On peut pas faire moins. On fait pas du guidage, mais faut pas qu'ils retournent en Libye, ils viennent de s'en échapper. Ouais. À l'été 2019, nous survolons ces gardes-côtes libyens. Les ONG sont-elles bloquées par des procédures judiciaires? José est le dernier témoin sur la zone. À plus de 100 km de la côte libyenne. Si un bateau d'ONG avait été dans le secteur, il aurait tout à fait été en mesure de le secourir. Ça fait des mois qu'on fait tout pour qu'il ne le soit plus. Donc à chaque fois qu'ils arrivent au port avec des rescapés, on les accuse d'être complices des passeurs, entre autres. Et puis on retarde au maximum le retour en mer. Pour nous c'est très clair. La volonté c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de témoins sur la scène de crime. Après 1 an et demi de mission, le Colibri est lui aussi bloqué par une procédure administrative en Italie. Nous retrouvons José à Lampedusa. Son avion est désormais cloué au sol. Cet avion, il peut continuer à faire des vols récréatifs, des vols de type touristique sur tout le territoire italien, y compris sur le territoire européen en général, mais on n'est plus autorisé à partir au-dessus des eaux internationales au large des côtes libyennes pour essayer de repérer des bateaux qui se retrouveraient en détresse. Là, il semblerait que d'après la réglementation italienne, on n'ait plus le droit de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le Colibri rentre en France. La fin d'une belle aventure pour José et ses 12 bénévoles. Il cherche un nouvel avion pour reprendre les surveillances. Après plusieurs mois de blocage, Tanguy et les humanitaires de SOS Méditerranée et MSF reprennent la mer à bord de leur nouveau bateau, l'Ocean Viking. La mission est sacrée.
C'est ce qu'on m'a appris à l'armée. Je continuerai tant qu'il y aura besoin, tant que je serai capable, et jusqu'à ce qu'on m'empêche de le faire. Ce 18 octobre 2019, c'est le 3e sauvetage du mois. Nous sommes une organisation humanitaire et je vais diriger ce sauvetage. Ok mon ami, lentement, lentement. Encore une fois, un pneumatique surchargé, avec des hommes, des enfants et des femmes. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. En montant à bord, les 104 rescapés pensent avoir retrouvé leur liberté. Pourtant, depuis 2017, à l'initiative de l'Union européenne, une nouvelle zone de sauvetage a été créée. Elle est ici en rouge. Quand une embarcation est dans ce secteur, c'est aux gardes-côtes libyens d'intervenir, de ramener chez eux les migrants. Et c'est justement dans cette zone que patrouille l'Ocean Viking. L'équipage prend les devants. Par mail, il informe les autorités libyennes et européennes de son intervention. Premier à répondre, les Libyens. Consigne est donnée d'accoster dans le port de Tripoli. Cet email est une bombe à retardement. Il est tenu secret par l'équipage, sinon c'est la mutinerie assurée à bord. Pour les humanitaires, il est hors de question d'accoster en Libye. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Vous vous rendez compte, on est en pleine mer, au large de l'Italie, et on nous répond à peine quand on envoie un mail aux gardes-côtes italiens. On nous répond qu'ils sont pas en charge et que c'est pas eux de gérer. Donc nous, on se retourne vers qui on nous a dit d'aller en Libye, donc on va faire quand on doit aller en Libye, là où c'est la guerre? Bah non, c'est pas tolérable. Le droit maritime, c'est pas ça. Selon le droit maritime, les rescapés doivent être conduits dans un lieu sûr. Parmi eux, personne ne sait qu'un bras de fer commence entre l'Ocean Viking et les pays européens pour sortir de l'impasse. Merci à vous. Merci à vous. Dieu merci. Je vous kiffe. La bataille peut durer des jours, voire plusieurs semaines. Alors sur le bateau, il faut occuper les passagers, passer le temps. L'arrière du pont se transforme en gigantesque laverie à ciel ouvert. La plupart d'entre eux n'étaient pas en mesure de laver leurs vêtements, peut-être depuis longtemps. Ils se disent, on doit prendre soin de nous, laver nos affaires. Je commence à me retrouver, à retrouver ma dignité. Plus loin, c'est atelier coiffure et taille de barbe. Pour la douche, il faut attendre que son numéro soit appelé. L'eau est rationnée pour les rescapés. Il faut faire attention avec l'eau, c'est ça? Oui, c'est juste 3 minutes. 3 minutes. Les jours passent et aucune réponse des autorités italiennes. Malgré la tension, l'équipage fait bonne figure. C'est dans la bonne humeur qu'il prépare le repas. Ce soir, c'est une ration lyophilisée. C'est super bon. J'en mange aussi quand je pars à la montagne. C'est très très bon. Il y a beaucoup de calories, c'est vraiment de la bonne nourriture. Après des mois de privation, ce dîner n'est pas comme les autres. Oui, c'est bon, c'est très bon. À bord, on ne parle plus de Libye, mais de football. Actuellement, le meilleur joueur de la planète, c'est Dino. Tu ne peux pas le remplacer. Mon petit, quelqu'un qui court par le but, il marche tes types. Voilà si ça t'a été dit. Non, mais c'est un artiste. Mais tu veux que lui joue plus. C'est quelqu'un dans le Dino, lui, là. Pendant que Lassina, l'Ivoirien de 21 ans, défend son joueur préféré,
Les plus petits lisent des histoires, puis se lavent les dents avant de se coucher. Mais une semaine après le sauvetage, l'Ocean Viking est rattrapé par la tempête. On se sent très mal. Très mal. Des creux de plusieurs mètres font tanguer le cargo humanitaire. Pour l'équipage aussi, la tension monte. Depuis qu'on a envoyé la première demande, on n'a eu aucune réponse. Et il y a quelques minutes, j'ai envoyé un mail pour savoir s'ils avaient eu un retour ou des nouvelles pour nous. Et depuis, on attend. Le mot attendre veut dire tourner en rond. L'Ocean Viking est comme prisonnier de la Méditerranée. On le voit sur cette carte, il fait des allers-retours à égale distance de Malte et de l'île italienne de Lampedusa. Un moyen de mettre la pression sur les autorités des deux pays. Chez les survivants, ces va-et-vient font peur. Tout le monde craint un retour vers l'enfer. Pour le moment, on se dirige vers le sud-est. Le sud, c'est la direction de la Libye. Là, ça nous fait un peu de frisson car on ne veut pas se retourner encore vers le sud. Leurs nerfs vont être mis à rude épreuve pendant plusieurs jours encore. Plus d'une semaine après le sauvetage, toujours aucun port européen prêt à accepter les 104 passagers. En pleine projection d'un film, une bagarre éclate. L'équipage intervient immédiatement pour les séparer. Tu bouges. Moi j'ai un problème avec moi. Le moral des troupes est au plus bas. Même Lassina, le fan de foot, a perdu espoir. On est épuisé quoi. Démoralisé, il ne touche même plus à son dîner. J'ai essayé mais je n'arrive pas. Essaye, ça passe pas. Rarement les humanitaires ont dû attendre aussi longtemps pour débarquer les personnes sauvées. Alors pour remettre du baume au cœur, ils se lancent dans une aventure inconnue. On va essayer de cuisiner un vrai repas pour toutes les personnes secourues, ce qui est une grande première dans toute l'histoire de Médecins sans frontières. Et le changement, ça fait toujours du bien. Cuisiner du boulgour pour 104 personnes, un challenge. Il faut préparer la bonne quantité de nourriture. Si les calculs ne sont pas bons, il risque de ne pas y avoir assez pour tout le monde. Malheureusement, c'est le cas. Il manque 6 portions, dont celle de Lassina. Alors l'équipe lui trouve en urgence un plat de substitution. Cette tasse de riz, sa nourriture de base, le rend fou de joie. Qu'est-ce qui se passe, Lassina? Non, moi j'ai vu du riz, ça m'a fait du bien. Et votre riz, c'est ça que j'ai besoin. Je n'arrive pas à manger toutes les autres là. C'est de ça qu'il s'agit pour moi.
pourquoi vous le partagez? Pourquoi vous ne gardez pas pour vous? C'est l'union. La union. Duncan et son équipe avaient vu juste. Il a suffi d'un bon repas pour que Lassina et ses amis retrouvent le sourire. Ça va. Et la journée, ça a été? Ouais, ça va. Formidable. C'est la nouvelle ordre, on attend pour voir. C'est qu'est-ce qu'on espère que ça va aller. 2 jours plus tard, fin du bras de fer. L'Ocean Viking a gagné. L'Italie ouvre ses portes. Elle a trouvé un accord avec la France et l'Allemagne pour partager l'accueil des 104 passagers. Pour l'Ocean Viking, direction la Sicile, le port de Pozzallo. Je ne sais pas comment définir le sentiment. Ça devrait être systématique, c'est pas... Oui, en soi, c'est un soulagement maintenant, mais non, c'est pas forcément un soulagement, parce que la prochaine fois, ce sera peut-être pareil. On va peut-être encore rester pendant des jours et des jours, alors que c'est contraire à la loi. Donc un soulagement dans l'immédiat, oui, quoi. Un soulagement, non, pas encore. Pas de soulagement pour l'équipage, mais une libération pour les personnes sauvées. Pour Lassina et ses compagnons de route, c'est la dernière nuit à bord de l'Ocean Viking. Le lendemain, après la Libye et ses horreurs, après avoir risqué leur vie en mer, les 104 rescapés entrevoient enfin l'Europe. Pour eux, une terre de liberté. Un comité d'accueil composé d'humanitaires et de policiers les attend. Pour entrer dans le port, un autre pilote doit prendre les commandes de l'Ocean Viking. Il monte à bord avec un masque de protection et une combinaison intégrale. Ouais, c'est un peu désolant quoi en fait. Nous, ça fait 11 jours qu'on est avec eux et on n'a rien de tout ça, évidemment. On est en contact avec eux tout le temps. Voilà. Comme ça, précaution sanitaire, on va dire. Un à un, les 104 passagers sont inspectés par un professionnel de santé. Une étape obligatoire qui n'empêche pas un dernier moment de fête. L'équipage est ému et fait une haie d'honneur. 12 jours après leur sauvetage, les rescapés mettent enfin un pied sur la terre ferme. Pris en charge par les autorités italiennes, une vie incertaine s'annonce. Tous ignorent leur destination finale. Ces 4 dernières années, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières ont secouru plus de 30 000 personnes. Pendant combien de temps les sauveteurs humanitaires réussiront-ils encore à opérer dans la zone de la mort ?